Bonjour à tous, ici Eric Nicolier et bienvenue dans un nouvel épisode de Passion Immo. Passion Immo, c'est le podcast pour partager ensemble des informations pour vous aider à mieux pratiquer votre métier, donner la parole à des femmes et des hommes qui travaillent dans l'immobilier et vous communiquer les dernières tendances de la presse. Mon objectif, c'est de partager avec vous des réussites, des expériences, des infos et des idées pour que vous deveniez encore meilleur dans votre pratique professionnelle. Nous avons tous en tête les émissions de Stéphane Plaza. Il arrive dans une maison, il fait un tour de la maison pour l'évaluer, et puis il est face au questionnement des vendeurs. Et il leur dit, écoutez, ce bien, je pense qu'on va le vendre, mais il y a 2-3 choses qui vont pas. Voilà. Bon, vos couleurs, là, ça va pas. La montée des escaliers, il faudrait refaire un petit peu quelque chose. Alors, la salle de bain, on n'en parle même pas, etc. Bon, c'est un petit peu ce qui a popularisé l'émission. C'est-à-dire, on vient, on fait quelques travaux, en général pas trop coûteux, parce que l'idée est quand même pas d'y laisser sa chemise dans ces travaux, et on va rendre beaucoup plus attractive la maison, l'appartement qui est à vendre, de manière, en définitive, à plaire à l'acquéreur. Et que l'acquéreur, qui est quelque chose de très important en matière immobilière, se projette en fait dans ce bien qu'il visite et qu'il est censé peut-être habiter dans les mois qui viennent. Or, on sait très bien que si jamais l'intérieur est pas très attractif, vieillot, etc., ou correspond au goût du jour, au goût de la personne qui le vend, mais pas nécessairement à celle de l'acquéreur, ça peut être un frein à l'achat. Moi, je me souviens, à titre personnel, d'un appartement que j'avais visité où il y avait une espèce de moquette au mur, collée au mur. Bon, ça me plaisait pas spécialement. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette technique ? Alors cette technique, on appelle ça le homestaging, c'est-à-dire, alors on l'appelle aussi relooking d'appartements, on l'appelle aussi valorisation immobilière, c'est-à-dire on valorise un bien en faisant quelques travaux qui sont estimés nécessaires à l'intérieur. Alors c'est pas récent, on a tendance en fait à s'appuyer sur les émissions de Plaza et imaginer que ça date d'il y a quelques années. En tout cas pas en France, aux États-Unis, dans les pays scandinaves en particulier, c'est apparu dans les années 70, donc c'est plutôt ancien. Pendant longtemps, on n'a pas parlé de cette technique, de ce service plutôt en France, et il est arrivé vers 2009 à peu près, au moment où la crise immobilière faisait se questionner quand même beaucoup et les agents immobiliers et les vendeurs qui avaient des difficultés à vendre. Donc on essayait un petit peu de trouver toutes les techniques qui permettaient de rendre les biens immobiliers plus attractifs. Alors depuis, l'eau a coulé sous les ponts et c'est un service qui a commencé à s'installer en France, donc depuis une dizaine d'années environ. Alors pour être plus concret sur cette activité, j'ai voulu rencontrer Katharina Martins. Alors qui est Katharina Martins ? C'est une jeune femme qui a monté son entreprise l'année dernière, une entreprise donc spécialisée dans le homestaging, dans la valorisation immobilière, comme elle aime le présenter. Mais elle n'a pas fait les choses comme ça sur un coup de tête, du tout. C'est quelqu'un déjà qui a une expérience plutôt riche en immobilier. Elle a travaillé pendant plus de 10 ans dans la construction de maisons individuelles. Donc c'est quelque chose qu'elle connaît même plutôt très très bien. Ça veut dire qu'elle connaît les vendeurs, elle connaît les acquéreurs, etc. Ce qui me semble quand même assez essentiel. Et puis par ailleurs, elle a fait une formation. Et là, je trouve tout de suite la démarche intéressante parce que ça veut dire on met une démarche professionnelle en fait à l'activité que je veux proposer, ce qui est son cas,
Et on ne veut pas arriver les mains vides comme ça à proposer des choses aux vendeurs. Or, on sait très bien que c'est une activité, c'est le cas de toute activité comme ça un peu naissante, où certains ont un petit peu tendance à s'installer de cette manière, en se laissant porter par une espèce d'effet mode, tel qu'on l'a vu à la télévision, et en se disant, bon, ça marchera toujours. Bon. Elle n'est pas du tout dans ce registre-là, et c'est ce qui rend sa démarche d'autant plus intéressante, et on le voit bien, ne serait-ce qu'en allant sur son site internet, que je vous invite à aller visiter, hein, katharinam.fr. Et on voit tout de suite qu'il y a une démarche très professionnelle ici. C'est une femme, donc ça n'a pas été nécessairement très simple pour se former, pour lancer son activité, et elle va nous l'expliquer également. Eh bien, on l'écoute et nous allons découvrir ensemble cette activité du home staging. Bonjour Katharina. Bonjour. Bien. Alors, j'avais souhaité en fait vous inviter aujourd'hui à discuter. Alors, on fait cette discussion à distance. Hein. Oui. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, je trouve que l'activité que vous exercez, elle n'est pas toujours très bien connue. Cette activité, bon, qu'on résume par le vocable homestaging, mais bon, je trouve ça un petit peu réducteur, mais l'intérêt c'est que vous allez nous expliquer tout ça. Voilà. Alors déjà, pour démarrer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Ah oui, alors je m'appelle Katharina, je viens d'avoir 37 ans, plein confinement. J'ai un petit garçon qui va bientôt avoir 3 ans. Et j'ai un parcours qui est, on va dire, en 2 temps. Le premier, où j'ai fait pas mal de boulot puisque j'avais pas le niveau d'études nécessaire pour faire ce que je voulais faire. Et un deuxième parcours où j'ai donc passé un brevet de technicien supérieur et je suis rentrée dans la construction de maisons individuelles, hein, où je suis restée presque 10 ans en Côte d'Or. Et puis, bon, j'ai eu l'occasion d'aller à Reims, d'aller dans le sud de la France et puis je suis revenue. J'ai fait également d'autres choses, mais tout en lien avec l'immobilier. Donc, j'ai fait de la gestion locative, j'ai fait des états des lieux et j'ai eu un passage en agence immobilière également. D'accord. Et depuis 1 an, je me suis lancée. Ouais. Donc en fait, vous avez un parcours qui est assez solide en immobilier. Je veux dire, voilà, vous n'êtes pas une nouvelle venue en immobilier. Et ça fait 1 an. Ouais, non, Que je suis à mon compte, non, mais mais si en vous, immobilier, non. ah oui, ça, voilà, ça fait longtemps que vous êtes dans l'immobilier. Donc vous savez de quoi Oui, vous savez de quoi vous parlez, pour dire oui. les choses simplement. Ok. Alors, aujourd'hui, quelle est votre activité, si vous devez la résumer en quelques mots? Alors aujourd'hui, je fais du homestaging qui permet en fait de faciliter le circuit de vente, d'optimiser les ventes en travaillant sur le bien en lui-même en fait. Si on traduit, homestaging, c'est donc home, on connaît tous, hein, c'est maison. Staging, ça va être une mise en scène. Donc si on veut traduire littéralement, c'est mise en scène de la maison. Et aujourd'hui, on va parler d'une mise en valorisation immobilière. D'accord. Alors moi j'aime bien le terme mise en valorisation immobilière et je trouve qu'il n'est pas assez employé ce terme. Vous voyez, mais Oui. ouais, mise en valorisation immobilière, c'est pas mal. Bon. Alors, j'ai vu, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent pourront aller consulter. Vous avez un site internet que j'ai trouvé plutôt très bien fait parce que, Merci. non mais en plus je le dis franchement, sinon je ne dirais rien. Non, votre site internet est très bien fait parce que d'une part, je le trouve plutôt classe déjà, voilà, donc ça renvoie quand même une image plutôt professionnelle. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a énormément de références. Alors là, si on voulait éventuellement aller voir des choses que vous avez faites, alors là, vous vous cachez pas. Il y a beaucoup de références sur votre site, hein, et c'est plutôt bien parce que comme ça, on peut voir un petit peu à quoi tout ça a servi. J'essaye, c'est vrai. Puis il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore mises parce qu'on n'a pas forcément le temps de tout mettre à jour ou on se donne pas forcément toujours le temps de tout mettre à jour.
Mais j'essaie effectivement à travers des images, d'expliquer finalement ce qu'on peut faire et quelles sont nos limites aussi. Ouais. C'est pareil, j'ai trouvé il y avait une transparence qui était plutôt intéressante parce que vous avez des propositions de collaboration avec les propriétaires, avec différentes formules, etc. Enfin, voilà, quand on va sur votre site, on sait où on va, on sait à qui on a affaire. J'ai trouvé ça plutôt sympa, en fait. Alors, euh, quand on pense home staging, on pense à Valérie Damido. Hein, voilà. Pourquoi? Parce que Oui. c'est un petit peu elle, au travers une émission. Allez, on refait tout, etc. Pas cher. C'était un petit peu le concept de l'émission qu'elle avait sur M6. Et après, il y a Stéphane Plaza qui est arrivé, qui a accentuer en fait le concept en disant voilà quand il y a un bien immobilier qu'on veut valoriser, pour ça je reprends le terme Oui. valoriser, on va faire quelques travaux permettant en fait de mieux vendre, hein, de rendre le bien plus attractif. Bon voilà, donc ce qui fait que pour le grand public j'imagine que l'activité elle se résume à ce qu'ils ont vu à travers la télévision. Voilà. Alors, moi, j'aimerais savoir comment vous travaillez. Quand vous êtes contacté par un propriétaire, comment ça se passe, en fait, concrètement? Alors, déjà, faut quand même remettre un petit peu les choses dans le contexte avant de parler de ça. C'est-à-dire que on fait souvent l'amalgame entre homestaging et décoration d'intérieur. Quand on voit ce qui se passe à la télé, faut qu'il y ait du contenu. Il faut que ce soit joli, il faut que ça tape à l'œil. Donc, quand on voit la télé, on a l'impression qu'il faut faire des travaux dans la maison et tout de suite, ça devient un coût en fait. On n'est plus dans une démarche d'investissement. La décoration, on va vraiment s'approprier l'espace en tenant compte de l'habitant donc ou de l'occupant et de son environnement actuel, de ses goûts, de ses envies, ses besoins, et on va donc coordonner et harmoniser l'ensemble. Alors qu'en homestaging, c'est tout l'inverse en fait. En homestaging, on va dépersonnaliser pour rendre le lieu finalement le plus neutre possible, afin de créer donc l'ambiance qui va déclencher le coup de cœur et donc optimiser la vente. Mais il faut qu'on garde à l'esprit quand même que c'est un investissement. Donc il faut vraiment que ça soit fait à un coût raisonnable. Donc oui, on va peut-être être amené à faire des petits travaux, mais ça va être fixer un seuil de porte, des prises qui sont décellées, des plaintes qui n'existent pas, ou oui, ou éventuellement un papier peint qui est complètement défraîchi ou encore en tournesol. Là oui, mais on va pas faire de gros travaux comme on voit à la télé. On va pas s'attarder à décloisonner et à recloisonner. Ça c'est le homestaging. Alors je le fais, mais sur une deuxième activité. Mais sur le homestaging, quand la personne est amenée à me contacter, je vais plutôt faire un scan rapide de son lieu, donc faire un état des lieux, regarder ce qui va et ce qui va pas et comment je peux optimiser cet espace en fait. L'idée c'est que je puisse rendre au mieux les espaces, les volumes, la circulation et faire pénétrer la lumière pour que ça soit grand, zen et lumineux. C'est ce qu'on nous enseigne finalement en formation. Voilà à peu près comment je travaille, comment je décris en fait la profession aux clients que j'ai en face de moi. Et après, D'accord. c'est au cas par cas, en fonction du bien. Oui. Et Alors, celui-là, finalement, il s'adapte au bien. ouais. Alors, je trouve ça très bien résumé. Ça montre bien, effectivement, ce que vos explications montrent bien dans quel optique on va être hein, ici. Alors, donc j'imagine que dans la plupart des cas, vous êtes face à un vendeur. C'est quelqu'un qui vend son bien immobilier. Qui vend ou qui souhaite le louer, Ou soit pour du saisonnier, soit Ouais, à l'année, hein, mais en meublé. voilà. Bon. Alors, moi j'ai une question, que peut-être une question idiote, hein, mais euh, cette personne qui vous contacte, est-ce que c'est sa première démarche ou est-ce que parfois elle vous contacte parce que elle n'arrive pas à vendre, elle n'arrive pas au prix qu'elle a fixé, elle se dit il y a un truc, il va falloir qu'on arrange les choses, et pareil en termes de location. Vous voyez, est-ce que c'est vraiment la démarche primaire de votre interlocuteur ou est-ce que non, c'est parce que quelque chose s'est pas bien passé et puis ou pas assez vite selon lui et il vous contacte. Alors souvent, c'est par recommandation, pour le coup, dans mon cas de figure, par recommandation, par bouche à oreille qui viennent à moi. Hmm. C'est-à-dire que c'est encore assez flou. On reste quand même dans une région
où ça prend, mais vraiment à pas de à pas de limaces en fait. Ça va très très doucement. Les gens ils savent pas très bien ce que c'est très flou. Ils voient, enfin pour eux c'est cher, c'est pas pour eux. De toute manière ils arriveront à vendre. Et puis après on tombe dans ce contexte-là que l'agent immobilier connaît bien. Oh je suis pas pressé de vendre. C'est un faux argument dans certains cas. Donc en fait, il faut tout reprendre à zéro. Et c'est vrai que la recommandation, que ce soit par des gens qui ont déjà fait appel à moi ou les agents immobiliers, ça permet un petit peu on va dire, d'enlever cette crainte que la personne a, ça va être très cher. Ça veut dire que si on me le propose, c'est que je suis capable d'assumer. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis ensuite, oui, il y a une problématique de vente, c'est-à-dire que ça fait un certain temps que le produit il est en vente ou en location, et puis ça prend pas. Ou alors ils ont des visites, ils n'ont pas d'offres. Ou ils ont des offres, mais elles sont complètement à la baisse Hmm. en termes de prix. Donc ils rentrent pas. Voilà, il y a des gens, ils ont d'autres projets derrière. S'ils sont au prix du marché, ils veulent bien peut-être négocier un petit peu, mais peut-être pas 20 000 ni 30 000 euros. Donc il y a un vrai problème qui est là, qui existe. Et donc quand on arrive, nous en tant qu'homestager, on est capable de l'identifier tout de suite. Normalement, l'agent immobilier, il est aussi capable, mais comme il n'est pas formé à le faire, il va peut-être pas arriver à le retranscrire et à mettre les mots dessus. Et comme il a déjà le mandat de vente, quelque part, le vendeur euh, peut avoir cette sensation de se dire oui, oui, voilà, il me dit ça juste parce qu'il veut vendre, et puis que il veut que je lui laisse mon mandat en fait. Donc il y a plein de freins en fait. C'est ce qu'on appelle des croyances, hein, puisque le mot est à la mode en plus. Donc c'est toutes ces croyances qu'on a de la part du vendeur et de la part de la personne qui est en charge de commercialiser. Et quand on arrive à faire intervenir un intermédiaire, finalement cet intermédiaire va être quelque part neutre et plus sur une base de conseil. Et quand le conseil est suivi, en général, ça se passe plutôt bien et la vente ensuite, elle est faite assez rapidement. D'accord. Alors, est-ce que le vendeur ne se dit pas à un moment donné, on sait qu'aujourd'hui, on a un nombre assez important, il faut le reconnaître, de vendeurs qui disent de toute façon, les agents immobiliers, ça sert à pas grand-chose, ça va me coûter cher pour finalement quelque chose que je serais capable de faire moi-même. Ils ont déjà des diagnostics à payer, Oui, etc. Alors, est-ce qu'ils se disent pas, ah oui, mais encore, voilà une prestation supplémentaire. Est-ce qu'il y a une réticence par rapport à ça? Parce qu'on sait que dans les pays anglo-saxons, on a moins cette réticence de faire ah oui, oui, appel oui, aux bien sûr. intermédiaires, mais en France et dans certaines régions, plus particulièrement, c'est compliqué. Oui, mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est que bon, la profession elle existe depuis une quarantaine d'années, donc c'est d'ailleurs une personne qui était agent immobilier et décoratrice qui a mis le homestaging en place pour faciliter au moment de la crise là-bas aux États-Unis, pour se démarquer des confrères. Ça a très bien pris dans les pays anglo-saxons, plus proches de nous. Et en France, ça a un petit peu du mal à arriver. Ça fait un tout petit peu plus de 10 ans que c'est là. Ouais, ouais. Mais encore une fois, on le connaît pas. Oui, c'est un service supplémentaire qu'il va falloir encore payer. Et donc, effectivement, à prime abord, c'est ça qu'ils voient. Mais quand la personne, ça fait déjà quelques mois qu'elle ne vend pas, qu'elle a déjà eu tenté par elle-même, voire même déjà mis en agence immobilière, donc cette personne-là, elle va peut-être, quand on va lui présenter le produit, elle va peut-être se dire bon ben voilà, je vais tenter, je tente le tout pour le tout, quoi, en fait. C'est presque la chance de la dernière minute, quoi, en fait. C'est voilà, il faut que je le fasse, sinon je le vendrai pas, ou alors je vais le brader. Et quand on met euh, en corrélation en fait le coût de l'investissement et finalement la négociation qu'elle va pas faire, hein, puisqu'aujourd'hui elle a probablement eu cette personne-là des offres hein, à la baisse. Donc quand on leur dit voilà le coût du homestaging pour ce bien-là va coûter tant et qu'elle se dit ah oui les offres d'achat que j'ai eues elle coûtait tant, finalement, ça vaut le coup de tenter, en fait. Donc, en gros, c'est dans cette démarche-là. Mais c'est pas systématique. Et de toute manière, le homestaging pour moi, ne doit pas se faire de manière systématique non plus. Ça doit être réfléchi. C'est vraiment quand un bien a une problématique de vente. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va pas sur certains biens. Sur les biens de luxe, en général, on va pas en homestaging, en fait. D'accord. Peut-être qu'il y Ah aura un oui. décorateur qui va intervenir, mais on Ouais, va pas y aller. ouais. Bah, on travaille quand même à faire en sorte de rendre le bien séduisant. Un bien qui est déjà dans le luxe,
Il est Dans la déjà logique, il séduisant, en est fait. déjà séduisant. Ouais, Voilà. d'accord. Ouais. Est-ce que moi j'ai régulièrement des étudiantes en immobilier voilà, qui ont envie de le faire, mais je me rends compte qu'elles connaissent mal le métier, elles en ont eu l'image par la télévision, etc. Alors déjà, clairement, est-ce que c'est un métier qui est très exercé en France? Est-ce qu'il y a une forte concurrence ou pas? Euh, Ça dépend comment on segmente la France. Dans les grandes villes, Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, enfin bref, dans les grandes métropoles, oui, c'est monnaie courante. Il y a même aujourd'hui des agences qui se créent avec ce principe-là du home staging. Donc, c'est que ça fonctionne. Un bien qui est valorisé, qui est mis en valorisation, donc, c'est un bien qui se vend beaucoup plus rapidement et dont le prix est moins négocié, puisqu'on ne négocie pas un coup de cœur. Un coup de cœur, bon, bah voilà, on n'a pas envie que ce soit le voisin qui l'achète. Donc, on va être un petit peu plus modéré dans notre offre d'achat. Donc, ça fonctionne. Par contre, c'est vrai qu'en province, c'est un petit peu plus timide. Voilà, il faut encore, on est encore dans cette démarche-là de le faire connaître. Donc, il y a des décorateurs qui le proposent, mais presque par obligation. C'est-à-dire que voilà, ils sont décorateurs. L'homesteading, c'est quand même un segment de la décoration, donc ce serait quand même ballot, si je peux me permettre de dire ça comme ça, de pas le proposer. Mais je ne suis pas convaincue qu'ils soient dans une réelle démarche de proposition. En fait, s'il y a quelqu'un qui arrive à eux qui leur demande, bon, ils vont éventuellement le faire, mais ils sont pas dans cette démarche. Alors le homestager qui crée sa structure en homestaging exactement, dans les grandes villes, oui, il y en a de plus en plus. Euh, Par contre, en province, pas tant que ça en fait. Je ne suis pas vraiment heurtée à de la concurrence, puisque quand je démarche certaines agences immobilières, elles sont assez finalement frileuses et réticentes en fait, euh, ce qui est étrange. Parce D'accord. qu'en amont, je suis là quand même pour leur faciliter la vente. Oui, en Mais plus. c'est Ouais. étrange. Ouais. Alors vous, je crois que dans votre parcours, si j'ai bien compris en allant sur votre site internet, je crois que vous avez fait Mm. une formation spécifique. Ah oui, 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 bien Hein? sûr. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Parce que je trouve ça intéressant parce que moi j'ai le sentiment que ça fait partie de ces métiers dont on a l'impression qu'on peut facilement et rapidement les exercer, alors que je suis convaincu du contraire, que tout métier demande un minimum de compétences. Voilà, bah non, vous vous êtes pas installé du jour au lendemain. Non, alors déjà d'une part, par rapport à mon parcours, j'ai quand même travaillé presque 10 ans dans la construction de maisons individuelles. J'ai fait rapidement de la gestion locative quand bon, j'ai quitté la région, je suis revenue dans la région, je savais pas trop quoi faire, donc du coup j'ai postulé pour de la gestion locative où j'avais des travaux à gérer également, qui m'a conforté un petit peu dans cette idée qu'il y avait un marché à prendre. Et puis donc j'ai déjà ça. Par contre, je me voyais pas non plus me lancer sans bagage, sans savoir de quoi je parlais. C'est un petit peu, est-ce que je vais être légitime? C'est ce qu'on appelle un petit peu le syndrome de l'imposteur. Oui, oui. Est-ce que je vais pas proposer quelque chose alors que je suis pas légitime dans ce que je fais? Donc pour moi, c'était essentiel de faire une formation, de savoir de quoi je parle, comment je vais l'imbriquer dans le circuit de vente finalement. Que ce soit d'un point de vue juridique, comptable aussi, comment je facture, et puis surtout, comment je vais faire justement pour optimiser l'espace. Est-ce que je vais pas tomber dans la décoration finalement? Et c'est ça, en fait, en formation qu'on nous apprend. Attention, vous n'êtes pas dans la décoration. Bien sûr, quand je fais un homestaging pour un Airbnb, il y a un tout petit peu plus de décoration, mais c'est encore un tout petit peu différent. Donc, non, je me voyais pas ne pas faire de formation. Donc, j'ai longtemps cherché une formation qui puisse répondre à ma demande et mais qui à la fois, c'est aussi rapide. C'est-à-dire, je pouvais pas, à l'âge où j'ai commencé, avec un enfant à charge et tout ça, partir sur 3 ans d'études. C'était pas possible pour moi, c'était pas concevable. Néanmoins, je continue ma formation, puisque je suis toujours en formation aujourd'hui de décoration d'intérieur pour compléter mon offre. Mais il fallait que je fasse une formation qui me permette d'être légitime sur le marché et de savoir de quoi je parle. Donc, j'ai fait une formation accélérée qui a duré une semaine et qui est une formation très intensive puisqu'on y était à 8h30 du matin et on finissait à 23h30 du soir. Et ça pendant une semaine, en fait.
Alors, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que vous dites, sans trop développer évidemment, hein, mais parce que vous êtes c'est le hasard, hein, vous êtes la troisième femme que j'interroge comme ça, avec qui je discute. Il y en a eu une première qui a créé son agence immobilière, la deuxième qui s'est lancée comme agent commercial en immobilier, et vous maintenant. Et les trois, ce qui me semble logique, hein, ont la problématique familiale qui est ancrée dans le projet, il y a des enfants, etc. Et je pense qu'il y a, vous allez me dire, hein, je pense qu'il n'y a pas nécessairement la même facilité qu'un homme pour créer son activité, se lancer. Il y a d'autres questions qui viennent nécessairement et qui ne se posent pas de la même manière. Voilà. Et... C'est vrai. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet que je viens seulement de découvrir il y a peu. C'est que mon compagnon n'y croyait pas du tout. Encore une fois, il est agent immobilier et il n'y croyait pas dans le projet. Il me l'a pas dit. Il me l'a pas dit, mais il m'a mis un gros frein qui était de dire oh là là, tu vas faire partir en octobre. En octobre, j'ai plein d'activités. Je te préviens, moi, je peux pas m'occuper du petit qui avait même pas 1 an et demi à ce moment-là. Et donc, me voilà partie en formation avec ma grand-mère et mon fils à l'hôtel. Ah oui. J'ai embarqué, voilà, il a fallu que j'embarque ma grand-mère parce que je ne me voyais pas laisser mon fils quand même, même à ma grand-mère, mais à distance comme ça. Donc, du coup, j'ai dit à ma grand-mère, écoute, j'ai besoin de toi en octobre. En plus, ma grand-mère était à l'étranger à ce moment-là. Donc, en gros, tu te débrouilles, mais en octobre, il faut que tu sois en France. Et me voilà partie en formation et ils ont passé une semaine à l'hôtel. On se croisait, hein, puisque la formule de formation était assez intensive, donc on faisait que se croiser dans le couloir quand ils se promenaient dans le parc de l'hôtel. Mais puisque la formation avait lieu dans une salle de conférence à l'hôtel. Mais donc voilà. Mais oui, c'était un gros frein, puisqu'aujourd'hui on part du principe que c'est la femme qui doit s'occuper de la famille, même encore aujourd'hui. Mais bien sûr, oh là, mais oui, malgré tout ce qu'on peut dire sur les avancées, etc., tout n'a pas toujours beaucoup changé, hein, à ce niveau-là, malheureusement. Ouais. Et j'explique qu'il y a peu de temps, juste avant le confinement, que finalement, puisqu'on parlait à table avec des amis, il dit, écoute, effectivement, je suis surpris de voir que ça prend aussi bien, même avec mes clients. J'avoue qu'au départ, j'y croyais pas du tout. Je l'ai même dit qu'elle va encore jeter de l'argent par les fenêtres, en fait, hein, puisque chaque formation a un coût quand même. Oui. Mais moi, je pars du principe que dans tous les cas, il faut investir sur soi-même et il faut être capable de se renouveler et donc de se former tout au long de notre carrière et peu importe ce qu'on fait, en fait. Mais oui, c'est difficile, en fait, hein, en tant que femme. Il y a tous ces paramètres et puis ces angoisses aussi de se dire, je sais comment alors si je peux pas partir une semaine comme ça, me former, parce que le petit, il est trop petit, il a pas 5 ans, donc il a pas 8 ans, il a pas 10 ans, je vais pas le laisser comme ça n'importe comment, il peut pas exprimer en fait s'il a peur ou s'il est lui-même inquiet. Donc voilà, j'ai trouvé la solution, je les ai embarqués avec moi et puis voilà, je regrette pas. Très bien. Alors, belle anecdote, hein, pour le coup. Bien. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de votre métier, de l'apport, hein, qu'il constitue aujourd'hui, de votre parcours. Mais écoutez, il me reste à vous remercier, Katharina. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Bien. À très bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Eric Nicolier tout attaché. Et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Immo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.